Et donc, déjà, le premier des enseignements, c'est ça, c'est de dire, joue une note, et savoure-la. Comme je viens de rencontrer le prénom Marina. Tu vois, je n'ai pas intégré, c'est grave. Marina, et je devrais savourer Marina. Alors pourquoi ça peut paraître saugrenu comme ça? Parce que c'est tellement pas habituel. Mais parce que, tout simplement, on ne nous a pas enseigné une chose qui est juste fondamentale, c'est que nous vivons combien de temps? Allez, soyons généreux, 100 ans. Et alors on va dire, c'est beaucoup 100 ans. C'est beaucoup. Mais je vous ai dit tout à l'heure, j'en ai bientôt 60. Et je ne les ai pas vus passer. Tout le monde ici sait très bien que ça passe très 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 vite, l'existence. 100 ans, c'est comme un battement de cils dans l'histoire de l'univers. Notre vie, elle est tellement insignifiante dans sa durée. Et en même temps, elle s'inscrit dans l'éternité. Mais en attendant, ce que nous sommes là, c'est une fois, sous cette forme. Et donc, on devrait m'apprendre à m'émerveiller de qui je suis. Alors, il y a toujours des gens qui me disent « Oui, mais ça, c'est narcissique, hein ?» Et vous voyez, là, il y a une perversion. Parce qu'effectivement, on se rend compte que les mythes fondateurs, les histoires qui ont construit nos croyances, elles sont perverses parce que ça termine toujours très mal. Le narcisse, il s'aime, mais ça finit mal. Puis il y a un autre gars qui nous dit plus tard, il faut s'aimer. Ça finit mal. Alors, il finit mal aussi, là. Enfin, ça dépend, non, oui. Non, mais... Humainement, il finit mal. Il finit mal, excusez-moi, mais bon, moi, j'ai pas tellement, spécialement envie de... Le gars qui, pareil, cet homme qui se déploie, qui trouve ses ailes, qui s'envole, c'est quand même génial. Qui n'a pas envie de voler? Il finit mal aussi. Et on se rend compte que toutes les histoires qui parlent d'amour et de déploiement, finalement, sont tragiques. Et c'est là peut-être que pour changer le monde, ce n'est pas de rentrer en combat contre lui, mais ce serait peut-être de changer la fin des histoires.
Finalement, l'idée de la vie sans fausse note, qu'il faut éradiquer, c'est tellement absurde. Évidemment, la première des fausses notes, c'est évidemment la sexualité. Comme je vais donner une conférence là-dessus dans quelques jours, je ne peux pas, comment dire, faire l'impasse de cette fausse note majeure, tout de même. Elle a juste été diabolisée pendant plus de 20 siècles. Et puis finalement, ça a été tellement insupportable que maintenant elle est banalisée depuis un demi-siècle. Et évidemment, ce n'est pas la réponse. Et on se rend compte que là aussi, c'est un sujet tellement sensible, donc c'est vrai, je pense qu'il ne faudrait même pas en parler, parce que c'est un peu comme la relation avec Dieu. Je crois qu'il ne faudrait pas en parler. C'est intime. Chacun a sa façon. Il n'y a pas de normes ni de vérité. C'est à la fois secret et sacré. Mais on en a tellement parlé. Il y a une telle confusion aujourd'hui sur tout ça que je pense que le sujet, hélas, il me semble important de peut-être donner un cadre juste salvateur. Et donc la sexualité, ben, c'est juste une réalité incontournable, c'est que nous sommes le fruit de ça. Donc diaboliser ça, c'est très grave. Ça veut dire que déjà nous sommes coupables d'exister. Et le banaliser aussi, parce que ça voudrait dire que nous sommes juste le résultat de quelque chose d'anodin. Et donc nous ne sommes pas très importants. Donc vous voyez, donc, dans les deux cas, ce n'est pas juste. Et puis évidemment, les philosophes ont essayé de donner des réponses. Georges Bataille, alors des religieux aussi, bien sûr, qui voyaient la chose comme étant très grave, un crime, si on cite Saint Jérôme, qui nous dit qu'il est juste arrangé après celui de l'homicide. Oui, c'est pas rien. C'est léger. Et puis, finalement, on se rend compte qu'après, lorsque les philosophes se sont penchés sur la question, si on lit Georges Bataille, c'est terrifiant, parce que Georges Bataille nous dit que, finalement, au début de la crise sexuelle, il parle de l'adolescence, il nous dit que le corps se divise. Et c'est un vrai drame, parce que ça sépare l'être de l'esprit, et il dit que finalement les mouvements du corps dans la sexualité ne sont pas les mouvements naturels, et sont l'expression de l'animal, et donc amoral. Je ne sais pas si vous vous rendez compte comment on peut asséner ce genre de choses comme étant des vérités, voilà, des certitudes. C'est très grave, parce que finalement, quand on y réfléchit bien, si on pense à l'adolescent, lorsque la sexualité arrive dans sa vie, qu'est-ce qui se passe? Surtout les adolescents d'aujourd'hui, qui sont rivés à des écrans, en train de jouer à des jeux vidéo, parfois certains addicts. Et bien moi je trouve que lorsque la sexualité arrive dans leur vie, c'est une bonne chose. D'abord c'est un processus naturel. Voilà, donc c'est le processus de la vie. Et remettre en question ce processus de la vie, c'est finalement remettre en question toute la vie elle-même, ce qui nous dépasse. Quelle arrogance, la notion de puissance et de joie. L'autre, parce que je le désire, m'invite finalement à la jouissance, et ça, c'est la joie. Alors évidemment, c'est très différent. C'est autre chose que Platon. Mais, malgré tout, il y a tout de même un danger, c'est que cette joie que l'autre me donne, cet accès à ma puissance, peut aussi générer, malgré tout, une forme d'addiction, et finalement, une forme de dépendance qui peut m'amener à la souffrance. Donc là encore, finalement, ce n'est pas la réponse. Et il faudra peut-être aller un petit peu plus loin dans cette conscience du désir à laquelle nous invite Simone Veil, la philosophe, pas la politicienne, Adorno aussi dans un livre remarquable qui s'appelle Minima Moralia, et qui nous dit finalement, c'est ce qu'appellent les Grecs agapé, c'est le désir de charité, c'est-à-dire je me mets au service de ta jouissance, je me mets au service de ta joie. Voilà, je n'essaie pas de t'instrumentaliser, de t'utiliser pour arriver à mes fins. Voilà, ma joie, c'est de te servir.
Et là, on se rend compte qu'effectivement, le désir a une dimension extraordinaire. On se rend compte que du coup, dans la relation, il y a une relation, finalement, on va s'exaucer dans le couple. On va s'exaucer. Le mot est amusant parce que, vous savez, j'aime bien la musique. Dans les mots, ça nous donne le sexe haussé. Vous savez, on en rit, mais les mots sont des vrais panneaux indicateurs. Donc ça, c'est très intéressant. Et bien, on se rend compte que là, dans cette relation en conscience, eh bien, nous avons un couple qui s'accompagne et qui, du coup, le désir n'est plus une fausse note. Vous comprenez? Parce que finalement, quand on regarde l'histoire humaine, le désir a toujours été considéré comme quelque chose de grave. Surtout lorsque nous sommes en couple. C'est toujours un problème. Je n'invente rien. Lisez Molière, lisez Marivaux, rappelez-vous Musset, Perdiccas, la tirade, à Camille, lisez Monterland. Voilà, on en a fait des livres du désir qui fait que le couple se déchire, de la femme qui à un moment donné regarde un autre homme, ou de l'homme qui regarde une autre femme. On en a fait des livres, des opéras, des films, et ça finit toujours mal. Et on se rend compte qu'on est encore empêtré dans quelque chose de très archaïque, d'extrêmement violent. Et nous n'avons absolument pas conscience que le désir est absolument extraordinaire et moteur pour nous agrandir. Et du coup, le piano, vous l'avez un petit peu entendu, peut devenir sitar. Il est quelle heure? Il peut devenir oud, il peut devenir sarod, il peut devenir... voilà. Tout en étant piano.
Finalement, donc, l'idée de nous enseigner dans les conservatoires, à l'école, l'idée que la fausse note est coupable, on a vu que ça n'avait pas de sens, que c'était dangereux, que ça nous amenait à nous désaimer. Mais ça va même plus loin. Et c'est là où ça devient problématique. C'est qu'en fait, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Eh bien, il se passe que... Ce qui se passe, c'est que dans la vie, les gens sont démunis face aux fausses notes. On leur a tellement dit que c'était grave, que quand les fausses notes arrivent, c'est grave. Et c'est comme ça que nous créons une légion de victimes, d'êtres en souffrance, qui sont dans des marécages, dans lesquels ils sont en colère ou coupables, voilà, et ils traînent ça toute leur vie. C'est toujours la faute des autres, la faute du système, la faute des parents, des ancêtres, la faute du voisin, la faute de l'épouse ou de l'époux, la faute du patron, et que sais-je encore. Et c'est terrifiant parce que, après ça va même jusqu'à dire c'est la faute de la vie, la faute de Dieu. Ce qu'il faut juste intégrer, c'est que la fausse note, c'est la vie. Je ne vais pas vous apprendre la vie ici, mais la vie, elle nous envoie tous les jours des fausses notes. On n'a rien demandé. Tu as beau faire le carton plein tout juste, la vie, elle va t'envoyer une fausse note. Tu vas te payer une voiture, un accident, hein, Patrick, en moto. Tu vas... voilà, c'est encore, là, tu t'en es bien sorti, mais c'est la mort subite du nourrisson, c'est la mort d'un proche, d'un parent. La vie, un accident, vous cassez la jambe, le temps qu'il fait, et que sais-je, que de fausses notes. Je ne vais pas vous apprendre la vie. La vie, elle nous envoie tous les jours des fausses notes. Et on se plaint. Et c'est grave, parce que du coup, ça nous amène à être totalement démunis, alors qu'on se rend compte que la fausse note, c'est une joie. Alors vous allez me dire, j'exagère, parce que une joie, un décès, un accident, je suis d'accord avec vous. Sur le moment, c'est certainement pas une joie, mais bien souvent, avec le temps, on se rend compte, on découvre que derrière cette fausse note, il y a un cadeau. Il y a eu un chemin qui a été parcouru. Et on se rend compte que finalement, elle est précieuse. Allez, je vais vous jouer une petite pièce de jeunesse, tiens. Un truc, ça s'appelait Les eaux jaillissantes. Voilà, j'ai expliqué tout à l'heure à Louane que moins on bouge les doigts au piano, plus c'est facile. Donc voilà, c'est une histoire d'empreinte, le piano toujours. Hein.